connectés avec nous. Donc, je m'appelle Nicolas Didel, je suis journaliste et je suis très heureux de vous accompagner aujourd'hui pour ce webinaire organisé en partenariat avec l'agence ABI, filiale du groupe Ouest France et spécialisée des questions économiques. Et vous le voyez, je me trouve d'ailleurs dans le studio de Ouest France à Rennes. On est ensemble pendant un peu moins d'une heure en compagnie de nos deux invités qui sont Johan Sanson, le directeur général de l'agence de web marketing de Solidis. Bonjour Johan, Bonjour. bienvenue. Et Arnaud Accard, le directeur marketing du groupe Seven. Bonjour Arnaud. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler aujourd'hui du e-commerce, voir comment on peut bâtir une stratégie performante et on va voir cela à travers l'exemple du groupe Seven. Et on va voir eh bien, quelle est la place du e-commerce dans votre croissance. Alors, quelques éléments de contexte très rapidement pour commencer. Je vois que de nombreuses personnes sont en train de se connecter, donc bienvenue à vous tous et à vous toutes. Seven est donc le leader européen du funéraire. Arnaud, on prendra le temps dans quelques instants de bien expliquer vos activités. En tout cas, c'est un groupe qui se développe très fortement avec une ambition de tripler votre chiffre d'affaires, de doubler vos effectifs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir une entreprise qui est à l'origine une PME, qui est en train de devenir une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Et on va voir que le moteur de cette croissance, c'est déjà le digital qui a une place très importante, une place historique. Et à l'intérieur de cette stratégie digitale, la stratégie du e-commerce B2B, c'est-à-dire en direction de vos clients professionnels, en est un pilier. Et on va voir que vous avez confié la réalisation de 2 sites de e-commerce à l'agence Solidis, d'où la présence de Johan. Alors évidemment, tout ça, ça interpelle dès le départ, parce qu'on peut se demander à quoi ressemble du e-commerce dans le secteur du funéraire. On va le découvrir ensemble, on va voir que vos sites répondent chacun à des enjeux très différents, on va voir comment vous les avez imaginés, comment vous les avez conçus, comment ils fonctionnent, quels sont les résultats, et puis on verra quels conseils vous pouvez partager avec les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Alors justement, vous qui nous suivez, vous pouvez poser vos questions directement à Johan et à Arnaud via le chat ou peut-être tout à l'heure en branchant la caméra et en intervenant en direct si vous le souhaitez. Donc voilà, pour quelques éléments de contexte au démarrage. On prend le temps aussi de vous présenter. Peut-être on va commencer avec vous, Johan. Quelques mots sur l'agence Solidis. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis co-dirigeant de l'agence Solidis et fondateur de l'agence il y a maintenant 24 ans de ça. Nous sommes nous spécialisés en e-commerce sur une cible plutôt PME, ETI. Et nous accompagnons notre clientèle donc, de la réflexion du projet, avec aussi pas mal d'analyses concurrentielles, d'analyses stratégiques, pour savoir comment se positionner sur le marché, et ensuite sur la mise en œuvre de toute la partie technique, comment construire un site, comment les connecter avec les systèmes tiers, et ensuite travailler toute la phase de visibilité des sites pour aller chercher du chiffre d'affaires, des visiteurs, et travailler sur un axe de rentabilité, de marge et de productivité. Donc c'est assez global, on peut accompagner de manière générale une activité qui veut ouvrir le canal web ou augmenter son chiffre d'affaires par ce canal, même s'il existait déjà auparavant. Donc c'est un sujet qui est relativement vaste, puis on pourra en discuter un peu aujourd'hui sur la mise en pratique avec Arnaud, justement sur le site de GPG Granit. Ouais. Juste pour situer, vous êtes basé où et combien de personnes? Alors nous, on est basé à Vannes et à Nantes, donc le siège étant à Vannes, on est 53 personnes et on fait 5 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Juste une dernière question. Vous êtes très orienté B2B, professionnel. Est-ce que ça veut dire que dans la façon de travailler, de créer des sites, il y a une particularité, une spécificité? Oui, alors nous, on travaille au national donc on a à peu près 60% de notre activité sur du B2B. Donc on est aujourd'hui un acteur reconnu pour nos compétences sur la mise en œuvre de sites e-commerce B2B et effectivement qui peuvent être assez variés parce que il n'y a pas une façon de faire du B2B, mais il y en a presque autant qu'il y a d'entreprises. Chacun a ses process internes. Donc il y a pas mal de spécificités de métiers voilà, qui diffèrent par rapport à on va dire, un B2C assez traditionnel. Ok.
Arnaud, le groupe Seven est lui spécialisé dans l'univers du funéraire. Peut-être déjà pour commencer en quelques mots, quelle est l'histoire de l'entreprise? Alors, l'histoire du groupe Seven, c'est une histoire qui commence dans le Morbihan dans les années 2000, puisque historiquement, le groupe est issu d'une marbrerie, la société GPG Granit, qui personnalise et distribue des monuments funéraires en B2B, donc pour les professionnels. C'est une entreprise qui a bien grandi, puisque jusqu'à l'année dernière, on réalisait un peu plus de 20 000 monuments funéraires. Je dis jusqu'à l'année dernière, parce que maintenant, on est dans une logique groupe. Donc, historiquement, le secteur du granit, je sais pas si, je sais pas si l'écran est partagé ou si on voit ensemble les chiffres clés de Alors, on l'entreprise. va justement afficher les chiffres clés. C'est intéressant déjà de préciser ce que représente l'univers du funéraire et puis quelle est la place de Seven à l'intérieur de cet univers. Alors, on est un marché qui est très particulier, hein, qui est presque secret pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, le secteur du funéraire en France, c'est un chiffre d'affaires compris entre 3 et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, sur lequel travaillent à peu près 4 200 à 5 000 prestataires à travers la France, qui représentent entre 25 et 30 000 salariés sur le territoire national, avec un métier constant qui est l'accompagnement des familles dans les périodes de deuil. Sur ce marché-là, le groupe Seven, aujourd'hui, dont est origine, enfin, qui héberge aujourd'hui la société GPG Granit, c'est un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3 sites en France. On travaille sur Rennes, sur Fougères, où on exploite notre plateforme logistique, et puis sur Lyon, où on pratique où on a fait une acquisition récemment d'une société qui s'appelle Isofroid. Le groupe Seven, en 2025, c'est un peu plus de 100 collaborateurs. C'est 20 000 monuments funéraires qui sont produits pour le marché français et distribués par nos distributeurs que sont les pompes funèbres, principalement les pompes funèbres qu'on appelle familiales, qui sont des indépendants. Aujourd'hui, le groupe Seven, cela représente 8 marques et ça rejoint ce qu'on disait en intro, que c'est un groupe qui s'est fortement développé, qui continue de se développer. Alors déjà, quelles sont ces marques et quels sont vos différents secteurs d'activité? Absolument. Donc, la société GPG Granit, dans laquelle moi je travaille depuis bientôt 8 ans, a été rachetée par son directeur général Alexis Jubert l'année dernière, qui a souhaité déployer une stratégie de croissance externe pour diversifier ce qui était une entreprise et en constituer un groupe dont l'objectif est de devenir le leader alors dans le métier on appelle ça le post-mortem, mais qu'on peut appeler ça aussi le funéraire, le leader du funéraire en Europe à horizon 5-6 ans. Pour soutenir cette stratégie, sur les 12-18 derniers mois, on a été amené à créer de nombreuses marques. Vous voyez ici la frise qui présente la société Isofroid. C'est une acquisition qu'on a fait l'année dernière. La société Isofroid nous a permis de sortir du métier du granit et de nous diversifier dans les métiers du post-mortem que sont la thanatopraxie, c'est-à-dire le soin apporté aux défunts pour assurer aux familles un deuil dans les conditions les meilleures possibles. C'est aussi un spécialiste du froid, notamment par la production de cellules frigorifiques et ce genre de matériel au profit des pompes funèbres, mais aussi dans le domaine médical, ce qui nous a apporté une double casquette, une double diversification dans notre métier et dans notre secteur d'activité. À aujourd'hui, le cœur de l'entreprise reste le granit, qui représente à peu près 80% de notre chiffre d'affaires, avec une stratégie de croissance, cette fois plus intérieure, puisqu'on a fait le choix de lancer un certain nombre de marques pour aller occuper des niches, puisque oui, dans la pierre tombale, on peut occuper des niches et avoir une stratégie marketing comme dans la plupart des métiers. On a donc lancé une marque low cost qui s'appelle Ecopierre, on a lancé une marque développement durable 100% made in France qui s'appelle La Collection, qu'on travaille en partenariat avec des ateliers français. On a lancé La Compagnie des Cimetières plus récemment, qui est une marque dédiée aux collectivités. Et on a comme ça cette stratégie de mixer à la fois de la croissance externe par l'acquisition d'entreprises qui nous permettent de nous diversifier et la création de marques qui nous permettent en interne d'aller occuper des segments de marché plus spécifiques. On prendra dans quelques instants les deux exemples d'Ecopierre et du site Isofroid. Vous disiez il y a quelques instants, le funéraire, c'est un univers un petit peu méconnu, alors particulier parce que ça touche l'intime. Est-ce que c'est jusqu'à présent un secteur un peu, entre guillemets, conservateur?
C'est un secteur qui est beaucoup moins conservateur que l'idée qu'on peut s'en faire, qui offre tous les apparats d'un secteur conservateur, puisque aujourd'hui en France, c'est 650 000 décès par an, c'est-à-dire que les 650 000 familles qui sont confrontées à un deuil, et le deuil fait appel à nos réflexes humains millénaires. Donc si l'approche du deuil, elle, n'a pas changé, et l'émotion que suscite un décès, elle, reste toujours intrinsèque à l'humain et nous caractérise d'ailleurs par rapport au reste du règne animal. Par contre, la façon de l'aborder par les professionnels et de répondre aux besoins des familles en situation de deuil, elle, évolue lentement, régulièrement, et on a la majorité des acteurs dans ce milieu-là aujourd'hui qui font cet effort de mettre à jour leurs pratiques et leurs approches du deuil avec des outils qui changent, même si en façade, on reste sur une activité très traditionnelle qui a du coup cette image un peu conservatrice à la demande généralement des familles. Bon. Alors, on va voir les exemples concrets, mais déjà, on le disait aussi tout à l'heure, le digital a une place historiquement importante et on va parler du e-commerce, donc du commerce en ligne. Est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau et qu'est-ce que ça apporte? Le digital, c'est ce qui a fait le succès de l'entreprise GPG Granit, historiquement. C'est ce qui lui a permis de disrupter un peu son marché de la production de pierres tombales. On est notamment la première entreprise du secteur à avoir créé ce qu'on appelle des configurateurs qui étaient il y a 10 ans, parce que c'est la date, enfin, le lancement de nos premières solutions digitales de vente ont à peu près cet âge-là, ont à peu près 10 ans. À l'époque, c'était des outils qui étaient réservés aux grands concessionnaires automobiles, aux grands vendeurs automobiles pour distribuer leurs produits. Donc, on est une société chez qui le digital a toujours été lié à sa stratégie de développement, avec deux objectifs très clairs. Simplifier la vie de nos clients en permanence. Ça, c'est vraiment notre mantra. Comment on s'assure que nos clients aient toujours des outils qui leur permettent de simplifier et d'accélérer leur métier, et des outils qui permettent de faire une place à l'humain, puisque notre vision est qu'en déléguant l'ensemble des basses tâches à la machine, on peut privilégier les rapports humains. Aujourd'hui, on est un groupe de plus de 100 collaborateurs. Il est important que chacun puisse y jouer un rôle valorisant, créateur de valeur pour lui et pour nos clients. Et c'est dans cette démarche-là qu'on travaille très fortement sur notre digitalisation dès les origines de l'entreprise. Ok. Alors, on va prendre le premier exemple de ce premier site qui est Ecopierre. On peut revenir sur l'image de GPG Granit avec ce configurateur parce que ça permet de voir quel était l'existant et comment vous le faites évoluer. Juste un mot sur ce configurateur. Concrètement déjà, comment ça fonctionnait? Parce que vous prenez l'exemple du secteur automobile. Il faut nous expliquer. Historiquement, une famille qui souhaitait un monument funéraire avait le choix entre un produit catalogue standardisé, donc avec peu de singularité, peu de personnalisation, ou bien un projet totalement personnalisé qui serait conduit par un marbrier avec toute la technicité nécessaire à l'époque pour réaliser un devis, calculer un cubage, évaluer le temps de travail. Et donc, c'était un process qui était à la fois long, fastidieux et qui requérait de grandes compétences en interne, compétences qui ont tendance à disparaître maintenant, parce qu'il y a de moins en moins de marbriers experts en France capables de réaliser ce genre de devis. L'innovation apportée par GPG Granit à l'époque a été de digitaliser la réalisation de ce devis en permettant à un pompe funèbre de dessiner un monument funéraire sur mesure à la demande de la famille. Ça permet à la famille d'obtenir un projet singulier, unique, à l'image du défunt ou du souvenir qu'elle souhaite entretenir du défunt. Et ça permet surtout à nos clients de se démarquer en proposant un produit personnalisé et une approche personnalisée à toutes les familles sans en avoir nécessairement des compétences historiques en interne. Et à partir de là, vous avez créé une nouvelle marque et donc un nouveau site de e-commerce qui s'appelle Ecopierre. Et donc, que représente Ecopierre et à quel enjeu est-ce que cela répond? Alors, en effet, c'est tout le travail qu'on a pu réaliser avec Soledis et Johan en particulier. Historiquement, GPG Granit est positionné sur un secteur moyen de gamme à premium, c'est-à-dire que on propose avec ce travail de personnalisation, de valorisation du monument, on proposait une gamme qui tendait vers le premium avec les années. Et nos clients notre mission vis-à-vis de nos clients était de proposer une offre globale, c'est-à-dire qui couvrait tous les segments de marché, qui répondait à tous les besoins des familles, du plus petit au plus imposant budget, du monument le plus personnalisé au plus standard. Et on était un peu déficient sur cette gamme des monuments entrée de gamme et standard. Donc est apparue la nécessité de créer un
une nouvelle marque et un nouveau segment de marque pour traiter ce que certains appellent le low cost, que nous, on préfère appeler l'entrée de gamme. Pour travailler sur cette entrée de gamme, on a dû travailler d'abord sur notre supply chain pour produire des nouveaux types de produits pour préserver notre valeur et celle de nos clients. Et puis rapidement est venue la question du parcours de vente. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a contracté avec Soledis pour la réalisation d'un site e-commerce standard, chose qui était assez nouvelle, dans le funéraire et surtout dans la marbrerie où il n'y avait pas du tout cette tradition de la standardisation et du panier en ligne au travers un site e-commerce. Et c'est l'association du travail réalisé au niveau de la supply chain et d'un parcours client standardisé au travers un site e-commerce qui nous permet de garantir à nos clients des prix extrêmement attractifs sur des produits semi-ouvragés avec quand même la qualité GPG, mais avec une structure de coût optimisée. D'accord. Alors, ce site Ecopierre que vous avez conçu, Johan, le voici à l'écran. Déjà, quelques éléments de définition, mais quand on parle d'un site de e-commerce, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors sur ce site e-commerce, alors le cahier des charges qui a été fourni par Arnaud et surtout sa demande initiale était très simple, était de dire j'ai besoin d'un site e-commerce très rapidement, j'ai besoin qu'il soit fait dans 2 mois et je veux qu'il soit le plus simple possible. Donc ça, c'était très bien. Donc on a relevé le défi. Et du coup, comme on a dit, ça sert à rien de faire des usines à gaz pour bien vendre. Il faut surtout coller aux besoins globalement du client ou des clients justement qui vont utiliser cette plateforme et qu'ils soient bien dans la lignée stratégique de l'entreprise et notamment sur Ecopierre, c'était de dire on ne montre rien, c'est-à-dire qu'il faut se connecter pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc, c'est ce qu'on appelle un portail B2B, en tout cas dans notre métier. Donc, on peut faire une demande d'ouverture de compte, là, comme on le voit très bien à l'écran. Ça, c'est la page d'accueil, hein, quand on arrive sur Ecopierre. Je fais une demande d'ouverture de compte où je me connecte si j'ai un accès. Et ensuite, je peux voir l'ensemble du catalogue. Donc, qui était une gamme, on va dire, réduite, puisque Ecopierre étant conçu ainsi. Et ensuite, on respecte les règles, quelque part, assez standards du e-commerce, avec des listings de produits, du détail de produits, et un tunnel d'achat, on va dire, assez traditionnel, sachant qu'on est en B2B, donc il faut que ça soit efficace, parce que les acheteurs n'ont pas forcément énormément de temps à passer sur la plateforme pour pouvoir commander ce qu'ils veulent. Donc ça faisait partie, on va dire, du cahier des charges. Derrière, les prix sont nécessairement hors taxe parce qu'on s'adresse à un public de professionnels et on a ajouté quelques règles métiers aussi par rapport à cette plateforme. Voilà, des choses qu'on apprend au fur et à mesure, hein, comme on a la chance de travailler dans différents secteurs d'activité. C'est là qu'on a appris, par exemple, qu'on ne pouvait pas acheter les monuments par trois, voilà, pour des questions logistiques. Donc il a fallu ajuster justement le site, faire des tarifications par quantité et ne pas commander par 3, justement, ou par multiple de 3. D'accord. Oui, donc c'est ces petites particularités voilà, qu'on a ajoutées au site et la particularité après aussi du paiement, puisqu'on ne paye pas par carte bancaire. C'est des paiements plutôt en compte et qui sont négociés en amont, justement par les interlocuteurs. Arnaud, c'est important cette notion de pragmatisme et de simplicité. Vous l'avez dit, c'était vraiment l'enjeu de départ. Oui, ouais, elle est fondamentale et c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de travailler avec Soledis, mais on y reviendra peut-être. Euh, Notre vision, elle était de dire, alors historiquement, dans comment est-ce qu'on gère nos interfaces et nos évolutions digitales dans le métier, c'est de se dire à chaque fois, s'il y a besoin d'un mode d'emploi pour utiliser une interface, c'est que l'interface est ratée. Or, le e-commerce, ça existe depuis quelques temps maintenant, et les grands principes du e-commerce, les grandes règles de la user experience ont tous déjà été définis. Donc, notre premier cahier des charges, c'était de dire, surtout, on ne fait rien que les gens ne sachent déjà faire. Et aujourd'hui, quelques rares exceptions près, on peut considérer que la population en entier sait consulter un catalogue, choisir des produits, alimenter son panier et suivre le process de vente jusqu'à la facturation. Donc, nous, notre première contrainte, c'était de trouver une entreprise qui soit capable de
de transformer ce pragmatisme en un outil le plus simple possible. Parce que si on a de belles ressources, et vous les voyez peut-être qui travaillent avec moi, si on est 100 collaborateurs disponibles pour nos clients, on ne peut pas se permettre de générer un volume d'appels sur comment est-ce que ça marche, comment est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois cliquer. Et puis on a fait ce parallèle à l'époque aussi avec Johan. On fait le constat, en tout cas Johan nous a éclairé sur la question que souvent on optimise beaucoup ces interfaces pour les particuliers en B2C, et puis dès qu'on parle du B2B, on va rajouter des règles métiers, des choses compliquées en fait, alors que celui ou celle qui in fine passe la commande sur un support B2B n'est autre que l'internaute individuel qui le soir même va se retrouver sur Amazon pour commander ses propres besoins. Et pourquoi dissocier les deux approches? Et si aujourd'hui le e-commerce B2C sait proposer des solutions extrêmement simples, pourquoi tout simplement ne pas les implémenter dans le B2B? C'est toute la difficulté de la simplification, puisque quand vous lancez ce genre de projet en interne, tout le monde va vouloir venir rajouter une option, rajouter un service, rajouter… Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce site et avoir un lancement de projet rapide et vouloir le développer de façon simple pour qu'on garde cette boussole qu'est le pragmatisme digital sans aller dans des projets qui durent des mois et qui finalement se trahissent de leur promesse initiale qui était d'avoir quelque chose de très simple. D'accord. Donc, aller à l'essentiel. Peut-être un point, Johan. Techniquement, je sais que vous avez préféré la solution PrestaShop. Alors, je ne sais pas si toutes les personnes qui nous suivent connaissent forcément. Vous allez nous expliquer. En tout cas, c'est en open source. Pourquoi ce choix? Oui, alors ce choix, c'est pas seulement le nôtre, c'est un choix partagé aussi avec Arnaud, hein. On a eu forcément des discussions puisqu'il n'y a pas qu'une seule solution e-commerce aujourd'hui sur le marché. Nous, on travaille notamment avec deux, mais sur deux axes totalement différents. PrestaShop, donc effectivement dans le monde de l'open source, et Shopify, plutôt dans le SaaS. Donc les modèles sont effectivement très différents. Pourquoi PrestaShop? Donc c'est un choix aussi qui a été poussé par Arnaud à l'époque. Pourquoi? Pour des questions aussi de souveraineté, pour des questions de coût, parce que dans le domaine SaaS, il y a toujours un pourcentage du chiffre d'affaires qui est collecté. Donc ça, en tout cas, c'était pas souhaité à l'époque par GPG Granite, et de garder la main sur son logiciel dans l'open source. Voilà, ce que vous mettez en œuvre vous appartient, ce qui n'est pas le cas dans le SaaS. Donc ça, c'était quand même un des éléments principaux, en tout cas, qui a fait pencher la balance. Alors PrestaShop, on connaît très très bien la solution. Nous, on est partenaire depuis un peu plus de 10 ans. On fait partie du top 3 du classement monde dans les agences PrestaShop, et on est considéré comme la première agence B2B sur PrestaShop. Voilà, on était totalement légitime du coup pour adresser ce projet en PrestaShop, et on est d'ailleurs en train de faire une contribution open source comme jamais ça n'a été fait, pour apporter justement tout notre savoir-faire B2B dans le cœur même de la solution PrestaShop, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était plutôt une brique de Soledis qu'on apportait en parallèle de la solution et qui venait s'incorporer dans la solution. Très bien. Alors, on a découvert ce site Ecopierre. Arnaud, est-ce que ça marche bien? Est-ce que vos clients professionnels des pompes funèbres commandent facilement et peut-être même beaucoup sur ce site Ecopierre? Alors, je vais vous faire une réponse en deux temps, mais en fait, oui, c'est grâce à ce site, en tout cas, c'est une marque qui a complètement rencontré son marché. Le diagnostic qu'on avait fait en amont d'un manque dans notre accompagnement global de nos clients, dans notre offre globale, était le bon, puisque le produit a trouvé son marché. Et l'outil de vente, s'il a pu désarçonner certains de nos clients à l'origine qui avaient l'habitude de cet accompagnement fort et qui tout à coup se retrouvent autonomes, ça a pu déstabiliser certains de nos clients qu'on n'a pas eu de mal en fait à convertir à cette solution. Le fort intérêt qu'ils y trouvent, c'est l'autonomie complète dans la gestion de leurs commandes, la simplicité, et ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la présentation du deuxième site, mais l'accessibilité permanente de l'offre, puisqu'aujourd'hui, cette offre n'est pas soumise à des horaires d'ouverture ou de la disponibilité de leurs fournisseurs, mais ils ont retrouvé la liberté totale de passer leurs commandes, les anticiper et répondre de façon réactive à leur famille, puisque c'est toujours ça leur priorité.
Oui. Je ne sais pas si on l'a dit, combien de références vous aviez d'ailleurs sur Ecopierre. On parle de Pierre Tombal, je ne sais pas combien ça représente de références. C'est un petit catalogue parce que c'est une offre complémentaire de l'offre GPG Granit. Aujourd'hui, Ecopierre, c'est environ une centaine de références, là où historiquement, chez GPG Granit, on a une offre sur mesure plus un catalogue de plusieurs centaines de modèles déclinables selon des couleurs, des dimensions, enfin, et tous les éléments de personnalisation qu'on peut y apporter. D'accord. Quel est l'avenir pour vous de ce site qui a un an, je crois, de lancement et est assez récent? Comment vous le voyez évoluer? C'est une offre que nous, on va continuer à travailler sur l'offre, donc en enrichissant l'offre pour toujours avoir une gamme toujours plus élaborée sur ce segment de produits. Mais assez étonnamment, je veux dire que le site, lui, va peu évoluer parce que justement, on a cette volonté de maintenir un outil qui soit le plus simple et le plus accessible possible à nos clients. Et donc, c'est typiquement une bonne pioche du premier coup, puisque ce site fonctionne, il répond à un besoin, il fait le job qu'on lui a demandé, il a rencontré ses clients qui sont à l'aise et autonomes dessus. Et donc, l'erreur, ce serait de vouloir trop le faire évoluer et de sortir un peu de cette promesse qu'on a fait à l'origine, simple, pragmatique et efficace. Après, on veille beaucoup le marché, on regarde un peu ce qui se passe sur les enjeux digitaux, et si demain on identifie des innovations en termes de user experience, tout ce qui pourrait simplifier la vie de nos clients, on n'hésitera pas à l'implémenter. C'est ce qui fait partie de notre process de décision, à aller sur du PrestaShop et le côté modulaire de ce CMS qui va nous permettre de le faire évoluer à la volée sans grande refonte ou projets digitaux massifs. D'accord. Pour terminer sur ce sujet des copières, pardon, une petite parenthèse, mais une question, parce que Johan nous parlait tout à l'heure de la particularité de ne pas commander en multiple de 3. Oui. Il y a une raison particulière, on se pose peut-être la Oui. question. Il y a une raison particulière. Un monument funéraire pèse à peu près 600 kilos, donc vous en mettez deux sur une palette. Et donc, quand vous transportez des palettes, toujours dans l'idée qu'on a optimisé à la fois toute la supply chain en plus d'optimiser le parcours client, côté supply chain, on produit ces monuments par un ou par deux parce qu'on ne sait pas les conditionner efficacement par trois, tout simplement. Ok. On l'imaginait de manière assez intuitive, mais merci pour la précision. Voilà donc pour Ecopierre, nouvelle marque, site de e-commerce qui fonctionne. Deuxième projet qui est arrivé juste après, c'est Isofroid. Alors là, c'est votre activité dédiée aux thanatopracteurs, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent de préserver l'aspect extérieur du défunt pour permettre aux familles de se recueillir. Et vous proposez différents produits, différents matériels, notamment du maquillage. Et vous avez lancé un site de e-commerce pour vos clients professionnels. On va d'ailleurs tout de suite voir à quoi ressemble ce site Isofroid avec certains codes couleurs. Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais première perception, on peut trouver ça assez, je ne sais pas si le terme est juste, mais assez girly. Est-ce que c'est audacieux de dire ça ou est-ce qu'il y a une part de vérité? Alors, je réponds, du coup, Johan, parce qu'on a Ouais, bah si, bah, t'es mieux placé pour répondre sur ce secteur-là. Alors, l'histoire d'un site e-commerce B2B pour servir les professionnels de la thanatopraxie, il est le suivant en fait. Donc, il y a 2 ans, le groupe Seven a fait l'acquisition de l'entreprise Isofroid, qui était une entreprise très réputée pour la qualité de ses produits, de son accompagnement sur un secteur, alors là encore très particulier, la thanato, je ne reviens pas dessus. Euh, et qui était une entreprise qui était experte dans son domaine, qui le disait peu et qui était dans un modèle, dans un business model très traditionnel de prise de commandes téléphoniques, d'email, comme on le connaît encore dans beaucoup de PME françaises. Avec un constat, on est face à des thanatopracteurs qui sont des professionnels qui travaillent énormément et qui font beaucoup de routes en fait. C'est un métier c'est un métier de routier. Un thanato passe en moyenne 2 à 3 heures par jour dans sa voiture à aller d'une agence funéraire à une autre pour aller y pratiquer son savoir-faire et les soins apportés au corps des défunts. Et donc, on a fait le constat très vite que leur mode de vie, leur mode de travail n'était pas compatible avec des horaires de bureau traditionnels, puisque eux souhaitaient passer leurs commandes le soir en rentrant à 19 heures quand ils finissaient leur journée, là où nos bureaux n'étaient pas toujours ouverts quand eux se rendaient disponibles. Donc est venue assez simplement l'idée que pour être plus accessible à nos clients, on avait besoin, encore une fois, d'un support simple, efficace, qui soit un site e-commerce
qui reproduisent tous les codes de l'UX, parce qu'encore une fois, on garde cette notion de simplicité, de pragmatisme. Et pourquoi ce site est girly? C'est parce qu'aujourd'hui, les Thanatos sont principalement des femmes. Aujourd'hui, les jeunes diplômés en Thanatos sont à 90% Ouais. des femmes, et qu'on a voulu faire un site avec lequel elles se sentent à l'aise d'interagir dans un environnement serein pour elles. D'accord. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Je peux passer la parole à Johan. Finalement, le B2B rejoint toujours quand même le B2C et l'usager final. Oui, alors toujours, presque toujours, mais dans ce cas-là, oui. C'est vrai qu'en plus, ça dépend surtout de la typologie en fait, hein, des clients qu'il y a derrière. Et cette typologie s'y prête totalement. C'est-à-dire que, comme disait Arnaud tout à l'heure, cette typologie de clients sont habitués à commander en ligne, on va dire pour eux, pour leur usage personnel, déjà sur des sites voilà, type Amazon ou tout type de sites d'achat en ligne. Et il ne faut pas casser les usages. C'est-à-dire que les deux usages se rejoignent là où on avait plutôt des sites, on va dire, B2B informatique, voilà, pas très joli, très usine, etc. On se rapproche de plus en plus, en tout cas c'est l'attente hein, qui arrive et qui bouge d'année en année pour se rapprocher, qu'on les deux convergent en fait. Hein. On n'a pas envie d'acheter forcément différemment en B2B qu'en B2C. Néanmoins, il faut quand même avoir des mécanismes d'achat rapide, comme je disais tout à l'heure. Hein. Il faut que le site soit efficace et un professionnel, en plus, d'autant plus là, pas mal sur la route, n'a pas des heures à passer et c'est pas des achats plaisir, c'est vraiment des achats professionnels avec des systèmes de réachat, de wishlist, etc. pour pouvoir retrouver ces produits facilement parce que ils utilisent toujours à peu près la même chose et peut-être toujours dans les mêmes quantités. Ouais, donc c'est là où ça diverge un tout petit peu. Néanmoins, les mécaniques, on va retrouver les moteurs de recherche évoluer comme on peut avoir sur n'importe quelle typologie de site et en accent sur l'achat rapide. D'accord. Mais oui, je suis d'accord. Il y a une différence fondamentale avec le site des copières que l'on a vu juste à présent, peut-être beaucoup plus de produits, des gammes plus profondes. Voilà, une vraie différence. Oui, alors Arnaud, tu pourras préciser, hein, mais Oui, bien effectivement, sûr. on a un catalogue qui est plus élargi, forcément, que Écopière. À l'inverse, tout à l'heure, j'expliquais que le site d'Écopière était un site quelque part fermé, c'est-à-dire qu'il fallait être client reconnu pour pouvoir accéder à la plateforme. Là, cette fois-ci, la plateforme est ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui peut voir le catalogue. Ce qui peut être aussi du coup intéressant d'un point de vue commercial, puisque l'approche est un peu différente quand même. C'est-à-dire que là, ça permet aussi de faire de la prospection. Alors que l'autre, on est dans du commerce traditionnel, on va dire, bah voilà, vous êtes déjà client chez nous, connectez-vous au site, on vous a ouvert des accès, ou ouvrez-vous votre accès, ou demandez l'ouverture d'un accès. Alors qu'à l'inverse, ici, on peut faire la même chose, hein, on peut pousser aussi les clients actuels à aller sur la plateforme, mais aussi, comme c'est ouvert, de par le référencement naturel ou tout type de communication, on va dire web marketing qui peut être fait, ça permet d'aller chercher des prospects, justement, qui puissent commander eux-mêmes d'ailleurs sur cette plateforme avec ou pas des tarifs particuliers. D'accord. Là aussi, c'est l'utilisation de PrestaShop, même philosophie. Même philosophie, même demande de réactivité également, puisque quand on nous avait appelé, il nous a dit il faut que le site soit sorti en 3 mois et pas Ah, parce plus. qu'il y a déjà On plus de veut être délais que deux efficace. mois. Ouais, là c'était presque le double, donc c'était bien. Il était plus Non, mais compliqué, c'est pour ça. c'était un peu plus compliqué. Mais ce qui est intéressant en fait dans cette démarche, et ça c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les meilleures réussites, en tout cas nous de ce qu'on constate, sont les projets qui ne traînent pas dans le temps. Il n'y a rien de tel qu'un projet qui dure 3 ans. C'est sûr qu'au bout d'un moment, quand on le sort, bah, il n'est pas obsolète, mais presque. Mais surtout de le travailler de manière agile. C'est-à-dire que là, c'est de sortir quelque chose qui est fonctionnel, qui est propre et efficace, et s'il n'y a pas tout, c'est pas grave. En même temps, il faut avancer, il faut lancer la machine qui corresponde quand même aux prérequis initiaux. Mais derrière, on aura tout le temps de le faire évoluer. Parce que si on attend, on perd du business au final. Hein. Chaque jour qui D'accord. passe, bah, c'est du business qu'on ne fait pas sur C'est cette hyper plateforme. important ce que dit Johan. Et pour moi, les deux enjeux, les deux facteurs de succès de ce projet-là, c'est donc je vais nous envoyer des fleurs à mes collaborateurs et moi, c'est d'avoir, comme on sait le faire, mais 1000 clients au centre. C'est quoi le besoin du client? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il ne veut pas faire? Et deux, c'est effectivement cette réactivité. En fait, un projet digital comme le lancement d'un site e-commerce, le day zéro, c'est le jour du lancement.
c'est pas quand on commence à rédiger le cahier des charges, ça c'est tout l'avant-projet, là, le développement, etc. Mais c'est des choses qui sont maîtrisées aujourd'hui. Le vrai début de projet d'un site e-commerce, c'est le jour où on le sort en ligne. Et c'est là qu'on va commencer à écouter ses clients, ses consommateurs. C'est là qu'on va adapter en permanence. Et c'est tout l'intérêt en fait d'aller vite sur la mise en production et ensuite de se concentrer sur les mises à jour, les évolutions et ce genre de choses. C'est quelque chose de fondamental. C'est comme ça, en tout cas, chez nous, que nous pilotons le digital avec le client au centre en permanence. Et alors justement, vos clients, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, beaucoup nous disent merci parce qu'en fait, ils avaient ce besoin justement où c'était une gêne, une difficulté, une friction pour eux que de devoir matcher leurs horaires de commande avec nos horaires d'ouverture ou notre disponibilité. Mais la vraie surprise, c'est surtout qu'en déployant cet outil de vente qui était donc nouveau dans cette entreprise pour Isofroid, ça a été la force de prospection que ça a représenté pour nous. Et c'est vrai qu'on en rigolait avec Johan en préparant ce podcast. On s'est un peu fait prendre à la gorge la première semaine parce que tout à coup, on a lancé donc ce support web, on a lancé la campagne marketing auprès des professionnels en se disant bah, ça va monter tranquillement. On est sur un marché, vous l'avez cité en introduction, un peu conservateur, donc qui a du mal toujours à changer de fournisseur ou à tester des solutions alternatives. Et là, tout à coup, parce que dans ce milieu-là, c'est un parcours de vente qui est innovant, parce qu'on l'a pensé intelligemment, parce que en plus le site est sympa, vous l'avez dit, et ben, tout à coup, on a énormément de personnes qui nous ont testés et on a pu découvrir bon nombre de prospects qui sont maintenant des clients simplement par la modernisation du parcours client grâce à un site e-commerce. Ça a été assez massif, voire très massif les premiers jours. D'accord. Je Quel est compléterais juste. Ouais, Oui, pardon, Johan. je compléterais juste. On n'en a pas parlé, mais dans la lignée de ce que dit Arnaud, ce qui est important aussi, c'est de ne pas perturber les équipes en interne. Parce qu'ils sont habitués, ils ont des process, ils sont habitués à travailler avec des outils. Je pense notamment à l'outil de gestion, voilà, là où les devis sont faits, la facturation, etc. Le but, c'est pas de leur dire on révolutionne tout, il y a un site e-commerce, maintenant tout va passer par là. Non, le site e-commerce n'est qu'un canal de vente complémentaire. Et c'est pour ça qu'on a couplé du coup l'outil de gestion, donc, qui est EBP en l'occurrence, euh, aux outils e-commerce. Comme ça, toute commande qui passe, les tarifs se mettent à jour en automatique, les commandes sont déversées dans la gestion commerciale et ça ne change rien du coup dans le schéma de traitement des commandes et de la relation client vis-à-vis des équipes en interne. Et ça aussi, c'est un point important. D'accord. Alors, merci donc pour toutes ces explications. On a vu les deux exemples Ecopierre et Isofroid, et ça rejoint finalement notre question de départ, c'est-à-dire voir en quoi le e-commerce est un moteur de croissance. Arnaud, pour vous, donc les résultats sont très positifs. On parlait tout à l'heure de l'ambition de tripler votre chiffre d'affaires d'ici quelques années. Quelle va être la part finalement du e-commerce dans ce grand mouvement de croissance? Euh, alors, on n'a pas fait de calcul économique en se disant on va migrer tel quote-part de notre chiffre d'affaires vers un outil digital parce que pourquoi est-ce qu'on va sur des supports e-commerce ou d'autres modèles de vente? C'est parce qu'ils répondent à un besoin de notre clientèle. Donc, tant que nos clients ont une appétence pour le e-commerce ou tant qu'on voudra traiter des niches dans lesquelles on pourrait créer cette appétence pour le e-commerce, on ira vers du e-commerce. Mais aujourd'hui, historiquement, la digitalisation chez GPG Granit, elle s'appuie et sur le groupe Seven, elle s'appuie sur trois grands piliers. On l'a dit tout à l'heure, la configuration qui permet d'apporter de la singularité. Ça, c'est un outil de vente très important, la capacité qu'on a à personnaliser. On a donc maintenant aussi le pilier B2B online, site e-commerce avec cette capacité pour nos clients de gérer leurs commandes, etc., directement sur des sites et qu'on va Enfin, c'est une certitude qu'on va multiplier ces canaux-là. On a le troisième pilier sur lequel on travaille maintenant depuis 18 mois avec déjà des implémentations qui est l'intelligence artificielle, mais je clôt le débat, enfin je clôt le sujet tout de suite parce qu'on pourrait y passer le podcast. Tout ça avec toujours au cœur deux choses fondamentales que j'ai déjà citées. C'est un, l'utilisateur et le client au centre. C'est-à-dire qu'on ne fait que des choses qui servent le client ou pour lequel le client a une appétence, un besoin ou qui vont répondre à un enjeu. En tout cas, c'est toujours le client au centre. On ne va jamais forcer un parcours de vente. Et évidemment, et ça, tout le monde le comprendra, c'est la data qu'il y a derrière et qui nous permet en permanence d'alimenter nos outils, de comprendre nos clients, de suivre leurs usages. Tout ça pourquoi? Pour que, in fine, comme je le disais, on sache déléguer à la machine tout ce qui peut l'être
pour valoriser nos collaborateurs dans leurs relations avec nos clients, tout le temps. Très bien, merci. Johan, peut-être une dernière question. Vous, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience avec le groupe Seven vous êtes habitué à travailler pour des secteurs très différents et quand même, voilà, cette approche du secteur du funéraire, comment vous vous y êtes adapté? Alors, le secteur en soi n'a assez peu d'importance, hormis la connaissance du client, bien entendu. Mais comme disait Arnaud, on reste sur les fondamentaux. Ça reste du e-commerce, la vente de produits et ou de services. Après, c'est la façon de présenter les choses qui est un petit peu différente. Ce que moi j'ai bien apprécié, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est la réactivité, c'est-à-dire le challenge qui dit on fait un site en 2 ou en 3 mois. euh, enfin, c'est bien de le dire, mais c'est bien de le faire. Et de le faire des deux côtés. C'est-à-dire que généralement, là où nous, ça prend du temps, c'est aussi parce que nos clients sont moins réactifs, même s'ils essaient de nous mettre des deadlines de fou. Euh, et ça, ça a bien marché parce que un projet qui fonctionne, c'est aussi un projet où on est agile, c'est-à-dire on peut se dire les choses et on avance ensemble, on co-construit les choses. C'est-à-dire que peut-être des fois, bah, il y a des choses qui vont être plus lourdes. On se dit, bah non, tant pis, on fait l'impasse sur ça, mais on va faire ça à la place. Vous voyez. Donc ça, c'est hyper important pour la bonne réussite d'un projet. L'autre chose, après, bah, c'est bien de concevoir le canal e-commerce comme aussi source de productivité et de service client. Hein. On disait, c'est forcément une plateforme de vente 7/7, 24/24. Ça, c'est un vrai service à apporter aux clients sur un site voilà, simple, efficace. Et derrière, ça fait aussi gagner de la productivité en interne. Et c'est aussi fait pour ça. Parce que toutes les commandes qui sont passées sur le site web, bah, c'est des commandes qui ne sont pas forcément passées par mail, par fax, parce que ça existe encore, hein, nous, on le voit chez nos clients, mais ça veut dire beaucoup de ressaisies, beaucoup de relations clients. Il vaut mieux que ces équipes-là se concentrent justement sur la relation client et le fait d'être encore plus proche d'eux de manière à mieux les servir. Et c'est aussi ça, pour moi, tout l'avantage de ce canal e-commerce. Pour terminer, Arnaud, deux beaux exemples, Écopierre et Isofroid, deux sites qui fonctionnent. Vous avez de futurs projets en route, peut-être? Bah, des projets, on en a tout le temps, puisqu'on parle du lancement de ces 2 sites e-commerce, mais cette année, le groupe Isofroid a mis en ligne pas moins de 4 nouveaux sites pour soutenir le développement de ces marques. Donc, vous voyez qu'on a une, une belle pratique en termes de lancement de nouveaux supports. Donc, on a ces sites e-commerce et puis des supports plus traditionnels, type site vitrine ou autres. On en a beaucoup d'autres dans les cartons et tout ça va sortir incessamment sous peu, en effet. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si pour les personnes qui nous suivent, vous aviez quelques questions à poser. Alors, pas forcément via le chat, mais si quelqu'un souhaitait encore intervenir, il est temps. Ouais, je préfère laisser la possibilité, peut-être pas, mais je pense qu'on a été très, très complet. Je crois qu'on a Euh, une question de Benoît. Pardon? Je crois qu'on a une question de Benoît. Avez-vous des concurrents et comment vous positionnez-vous par rapport à eux? Benoît, vous posez votre question pour peut-être pour Johan ou pour moi, je ne sais pas. Allez-y. Alors, je pense que c'est plutôt pour toi, Arnaud. Oui, Plutôt pour. Arnaud, peut-être? Eh ben Benoît, oui, je suis dans un environnement qui est très, en effet, qui est très concurrentiel. Et comment on se positionne à eux? Bah, justement par l'innovation dans la digitalisation au profit de la simplification. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un marché particulier où on n'a aucun contrat avec nos clients. Et donc, chaque famille qui passe le pas de la porte d'une agence funéraire, notre client, le pompe funèbre, peut choisir de nous envoyer le projet ou de l'envoyer à l'un de nos concurrents. Et à chaque fois, il va se poser la question de où est-ce que c'est le plus simple, où est-ce que je vais y consacrer le moins de temps et où est-ce que je vais avoir la réponse la plus personnalisée et singulière. Pour l'instant, ça revient souvent à GPG, puisque avec plus de 20 000 monuments funéraires produits et personnalisés chaque année, on se positionne en leader du marché depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et oui, on est sur un marché assez compétitif. Très bien. Merci beaucoup, Benoît, pour cette question. S'il y a peut-être une autre question. Arnaud, je crois. Alors moi, il se trouve que je ne la vois pas. Donc, Arnaud ou Johan, si vous voyez la question, je vous laisse la lire. Non. Non, non, peut-être pas. Bon, ben, on est allé au bout. Bah, écoutez, merci infiniment pour toutes ces explications et cette découverte. Merci beaucoup à Arnaud. Merci, Johan. Merci à vous qui avez suivi ce webinaire. Merci également aux équipes de Ouest France et d'API. Vous pouvez scanner le QR code qui devrait apparaître à l'écran
si vous souhaitez retrouver les infos d'API News et peut-être retrouver aussi le replay de ce webinaire. Merci infiniment à nouveau et Merci à tous. d'une prochaine émission. Merci Arnaud, merci Yoann, au revoir. Merci Merci Nicolas. beaucoup. Au revoir. Au revoir.